Avant de monter le campus de Singapour pour l'ESSEC, j'étais directeur du programme ESSEC, qui est devenu ESSEC MBA, dans lequel on a fait pas mal d'innovations sur le développement du programme, sur l'intégration de l'expérience professionnelle généralisée à tous les étudiants. Et pendant que je dirigeais l'ESSEC, j'ai fait pas mal de développement aussi de programmes d'échange, de double diplôme, etc. En Asie. Alors pourquoi en Asie? D'abord parce qu'on avait une bonne expérience, notamment avec le Japon, déjà assez ancienne, et d'un côté de l'Asie, et d'un autre côté de l'Asie avec l'Inde, avec l'Indian Institute of Management d'Ahmedabad. Et puis il y avait toute la partie entre les deux, sur ce vaste continent plein de pays extrêmement différents qui restait à explorer et sur lesquels il fallait qu'on fasse des développements parce qu'on ne pouvait pas être absent de la Chine, de la Corée et d'un certain nombre de pays, dont Singapour, où on avait aussi quelques programmes d'échange depuis déjà une vingtaine d'années. Donc on a fait des développements en Chine avec des doubles diplômes, on a fait des développements en Corée, on a fait des développements en Inde, on a reconfiguré les accords au Japon. Et puis de là est née l'idée que, au-delà de gérer quelque chose pour un programme du groupe ESSEC, c'est-à-dire en fait un petit nombre d'étudiants, on devait répondre à une mission en fait, ou remplir une mission de l'ESSEC et d'ouvrir l'ensemble de ces étudiants aux problématiques et aux défis que représente le développement du reste du monde et en particulier le développement spectaculaire de l'Asie. Bon. D'où l'idée d'être en Asie et pas simplement d'envoyer des étudiants en échange. Être en Asie, ça veut dire en fait avoir une implantation durable, faire venir des étudiants de différents programmes pour qu'ils voient l'Asie in situ, ils voient comment ça se passe, qu'ils vivent en Asie, qu'ils découvrent l'Asie à cette occasion. Notre expression en anglais c'est Gateway to Asia, c'est-à-dire une porte d'ouverture, une porte ouverte sur l'Asie. Mais aussi se servir de notre implantation en Asie pour faire venir dans nos programmes, à Singapour ou ailleurs, d'ailleurs en Asie ou ici en France, dans différents programmes, que ce soit des programmes diplômants ou de la formation permanente. Bon. Donc il y a cette idée d'utiliser la plateforme de Singapour comme une porte ouverte sur l'Asie pour les programmes existants et comme une porte ouverte sur l'ESSEC en quelque sorte et un certain nombre de compétences bien spécifiques qu'on pouvait apporter pour des clients qui ne nous connaissent pas ou des étudiants qui ne nous connaissent pas et qui viennent découvrir ce que nous pouvons apporter en termes de compétences spécifiques dans un certain nombre de domaines, que ce soit les marques de luxe, la finance, l'immobilier, certains aspects du marketing, etc. Donc il y a un certain nombre de domaines sur lesquels l'ESSEC est évidemment très reconnu à l'international, mais pas encore bien connu en Asie. Et donc on s'est dit qu'il fallait avoir une implantation permanente, d'où le fait qu'on ait un campus avec nos murs, notre staff, nos profs et nos étudiants qui viennent de France, ou d'Europe, ou du reste du monde, et puis des étudiants et des participants des programmes de formation qui viennent d'Asie. Peut-être deux leçons, je dirais, de manière très générale. La première, c'est que c'est une leçon d'humilité, c'est-à-dire vous arrivez, l'ESSEC, vous dites c'est formidable, c'est extrêmement connu, voilà, c'est une école très prestigieuse, etc. Et puis vous arrivez en Asie, puis vous vous rendez compte que la France, c'est connu comme un endroit sympathique, intéressant par certains aspects, pas simplement les parfums, la bonne bouffe, etc., mais aussi de la technologie. Mais sur le plan de l'éducation, c'est pas le domaine de la référence. Les Asiatiques, comme beaucoup de gens dans le monde, ils ont un tropisme américain très très avancé. Et puis, si ce n'est pas américain, c'est vers les pays anglophones, sachant que la plupart des gens, quand ils maîtrisent une langue étrangère en Asie, c'est l'anglais. La langue est un problème, puisqu'on en reparlera peut-être, mais les Asiatiques, disons, les moins jeunes, ils n'ont pas une grande habilité à parler l'anglais, c'est pas toujours très facile. Donc, quand on arrive là-bas, on vient frapper aux portes, on dit voilà, je suis de l'ESSEC, vous regardez avec des gros yeux, c'est quoi l'ESSEC, etc. Donc on n'a pas beaucoup entendu parler de vous. Donc ça c'est une expérience intéressante parce qu'il faut rebâtir votre argumentaire, expliquer ce qu'est l'ESSEC, donc on apprend beaucoup de choses en fait sur l'ESSEC, et on se dit mais finalement il y a des choses extrêmement intéressantes à raconter, à structurer, à vendre, pour raconter pourquoi nous on est différents, pourquoi on peut apporter quelque chose à des Asiatiques. Et ça, c'est une expérience extrêmement intéressante. Mais ça demande un peu de patience
et pas mal de boulot parce qu'il faut développer pas mal de relations avec plein de gens. Alors dans le domaine académique, oui, on est connu, hein, nos partenaires académiques, ils nous connaissent tous, mais c'est dans le grand public et pas forcément la référence pour nous, mais disons le monde des entreprises, quelques acteurs influents, ben, il faut s'en faire connaître. Bon, alors ça c'est une tâche longue qui ne peut pas se limiter à Singapour, concerne l'ensemble de l'Asie, au moins du Japon à l'Inde et l'Asie du Sud-Est également. Donc ça c'est la première chose, une leçon d'humilité. L'autre chose c'est que ben moi je suis parti, j'étais tout seul, j'avais un tout petit bureau, et puis 2 bureaux, et puis 3 bureaux, et puis 4 bureaux, et puis une secrétaire, un assistant, 2 assistants, des profs qui sont arrivés, un chercheur chinois, etc. Et puis la mise en place d'un vrai campus avec des bureaux, des salles de cours, etc. Et ça, c'est une démarche entrepreneuriale, au sens où vous partez de rien, dans les conditions que je décrivais il y a un instant, c'est-à-dire que vous n'êtes pas forcément très connu. Alors, les entreprises françaises, les autorités européennes et autres, bien sûr, elles nous connaissent, mais elles sont utiles, mais elles ne sont pas suffisantes. Donc il faut faire tout ce travail-là, de construire un peu tout. Alors quand vous êtes un entrepreneur d'une institution académique, qu'est-ce que vous devez faire? Ben, vous devez recruter du staff, vous devez recruter des étudiants, les faire venir, monter des programmes, mais il faut aussi faire marcher la photocopieuse, installer les ordinateurs, apprendre comment on paye les gens, s'occuper de questions d'assurance médicale, etc. Et ça, c'est pas une chose à laquelle on est forcément très habitué quand on est prof, comme c'est mon cas. Donc c'est à la fois intéressant, mais c'est très prenant. Et ça me fait penser que l'entrepreneuriat, c'est vraiment un truc pour les jeunes. Alors ça peut rajeunir les gens, mais c'est vraiment un truc pour les jeunes. La première chose qu'on apprend en Asie, quand on débarque là-bas, surtout à Singapour, qui est un pays extrêmement développé, hein, le PIB par tête à Singapour est plus élevé qu'en Île-de-France, donc ça situe ça, ce qui n'était pas du tout le cas il y a 40 ans, hein, donc c'est un pays qui a connu une croissance absolument extraordinaire. J'ouvre une petite parenthèse pour dire justement, si on voit Singapour aujourd'hui comme quelque chose qui est un peu comme là où est l'ESSEC à la Défense, quelque chose de très très moderne, etc., avec le côté un peu différent, c'est qu'il y a des palmiers, il fait très chaud tout le temps, etc., c'est peut-être l'image de l'Asie, du reste de l'Asie dans 20 ans. Ça ne peut pas dire la même chose si on va à Shanghai, par exemple, ou à un certain nombre de villes chinoises. Donc la première chose qui frappe en arrivant en Asie, c'est l'extraordinaire développement. C'est une machine extrêmement puissante. Il y a bien sûr, c'est la deuxième chose qui frappe en Asie, c'est l'extraordinaire diversité en Asie. Qu'est-ce qu'il y a de commun entre le Japon et la Birmanie? Pas grand-chose. Tout ça, ça fait partie de l'Asie. Même entre la Chine et le Laos, par exemple, bon, qui sont géographiquement relativement proches. Bon. Donc ce sont des pays qui sont extrêmement différents, dans lesquels des cultures sont à la fois parfois très anciennes, comme le cas de la Chine et de l'Inde évidemment, traversées par des mouvements religieux qui ont beaucoup changé au cours des siècles ou des millénaires. Donc une très très grande diversité, mais un point commun aujourd'hui, c'est une croissance absolument phénoménale, une énergie qui est mise dans la croissance qui est tout à fait extraordinaire, alors qui est quelque chose qui est assez revigorant quand on vient d'Europe où on se bat avec des demi-points de croissance quand il s'agit de bonnes années, pas des périodes de crise. Là, on est dans des situations qui peuvent être très fluctuantes. Dans l'économie à Singapour, c'est complètement cassé la figure fin 2008, début 2009, et puis c'est reparti de plus belle. Bon, et ça repartira très vite. C'est là que ça s'est cassé le plus ou le plus fortement, et c'est là que ça va se rebâtir aussi le plus rapidement. Donc ça, c'est quelque chose qui est très très frappant, c'est la dynamique, le mouvement, ça ne s'arrête jamais, ça bouge tout le temps, et l'idée c'est comment on peut aller encore plus vite et plus vite que les autres. Bon. Alors quand on vient d'un continent où le sentiment qu'on a parfois, c'est de dire si le monde pouvait s'arrêter de bouger, ça serait quand même beaucoup plus confortable, et le monde peut-être a tort de bouger, ben, là, on prend quelque chose qui soit très revigorant, soit une grande claque. Bon, moi, j'ai trouvé ça plutôt revigorant. Bon. La deuxième chose, c'est le rapport à l'éducation. Le rapport à l'éducation n'a pas grand-chose à voir avec celui qu'on connaît. Alors, il y a des systèmes extrêmement sélectifs un peu partout en Asie. Il y en a en Chine, il y en a au Japon, il y en a à Singapour, il y en a en Inde, au Vietnam et ailleurs. Le niveau de développement de l'enseignement ou de l'enseignement supérieur, en tout cas, est très variable suivant les pays. Il y a dans la plupart des pays, des institutions d'enseignement supérieur de très très grande qualité, mais elles sont souvent très rares et elles ne font que satisfaire une infime partie des besoins de développement de ces pays. Compte tenu de ce qu'on vient de dire avant sur la croissance, les besoins de formation de grande qualité sont beaucoup plus importants que
peuvent produire ces institutions aujourd'hui. Donc, il y a des formations d'élite, il y a des gens qui ont un vrai appétit de savoir, ça aussi c'est une chose qui est tout à fait frappante en Asie, c'est le rapport à l'éducation est fait d'un grand respect, en tout cas dans les cultures chinoises et indiennes, qui sont extrêmement différentes, les rapports à l'éducation ne prennent pas la même forme, mais en tout cas ils se manifestent par soit un respect, soit par un appétit de connaissance qui est absolument extraordinaire, et qui est très enthousiasmant quand on est dans ce monde-là, de voir des gens qui viennent là et qui ont une soif d'apprendre qui est absolument fabuleuse. C'est vrai en Corée aussi, par exemple, c'est quelque chose qui est tout à fait frappant. Vous parlez à des DRH d'entreprises un peu partout en Asie, ils vous disent un type vient me voir en disant je voudrais faire une formation là-dessus, je vais y passer tous mes week-ends et toutes mes soirées, etc. Et on lui paye une formation, il va le faire, il va travailler comme un dératé, et puis il aboutit à ça.